La contraception est encore bel et bien une affaire de femmes. 69% d'entre elles y ont recours et pourtant elle pourrait être partagée, mutualisée avec un partenaire. Et oui, la contraception masculine existe. Il y a différentes techniques proposées. On va faire le tour avec nos invités aujourd'hui. Focus sur vos couilles, messieurs, dans Libre ensemble aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, bienvenue à mes invités également. Je suis ravie de vous accueillir. Laurence Stevelink, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Fédération laïque des centres de planning familial. Et le docteur Daniel Muriot. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes andrologue au CHU Saint-Pierre. Quelques chiffres pour poser les bases de cette émission. 69% des femmes, je le disais, utilisent un moyen de contraception contre 34% des hommes. La satisfaction est en baisse, notamment préservatif de 88 à 76%. De la pilule de 89 à 84%. Et il faut quand même le signaler, 16% des femmes ont eu recours à une IVG suite à un défaut de contraception. Donc cette contraception est de plus en plus discutée au sein du couple, qu'elle soit pas uniquement féminine, mais aussi masculine. Où en est l'état des lieux en Belgique aujourd'hui, Laurence Stevelink, de cette contraception qui pourrait être partagée, mutualisée? Eh bien, vous l'avez dit, la contraception reste une affaire de femmes. Donc les femmes sont responsables en majorité de la contraception. Les hommes s'intéressent, s'impliquent très peu, voire pas du tout dans la majorité des cas dans cette contraception. On en parle très peu, encore une fois, voire pas du tout au sein même des couples et très peu aussi dans les cabinets médicaux. Et donc les femmes supportent cette charge mentale, technique et aussi financière de la contraception. Aujourd'hui, docteur, qu'est-ce qu'il est proposé aux hommes en termes de contraception masculine? Où est-ce qu'on en est? Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien, il y a des recherches ou pas, on verra ça plus tard également. Nous, quand on pense contraception masculine, on pense tout de suite à la vasectomie, évidemment, mais il n'y a pas que cela. Racontez-nous. Alors, oui. Je vais d'abord vous décevoir, parce que depuis quelques siècles, c'est toujours le préservatif, la méthode du retrait qui est proposée et enseignée dans nos académies, dans nos universités. Et la vasectomie, bien entendu, qui est une technique malheureusement de stérilisation, c'est-à-dire donc de contraception définitive, et qui ne concerne alors que des hommes un peu plus âgés qui ont déjà rempli leur devoir familial et qui ne veulent plus d'enfants. Mais effectivement, et là ça c'est la bonne nouvelle, il y a quand même des pistes qui ont été explorées à beaucoup de niveaux. Il y a énormément de pistes qui n'ont malheureusement pas débouché sur la contraception masculine, mais dernièrement, en tout cas, surtout sur l'impulsion de groupes masculins, d'hommes un peu engagés dans de prendre en charge leur propre contraception, la méthode thermique, c'est-à-dire l'inhibition de la spermatogenèse par la température, ainsi que la contraception hormonale, qui est aussi proposée vraiment à un niveau limite en France, est disponible, effectivement. Alors, la contraception thermique, vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est vrai que quand j'étais jeune, on disait aux garçons de ne pas mettre des jeans trop moulants parce que ça rendait stérile. Oui. Et nous, on pensait d'ailleurs que c'était une stérilité définitive. Plus jamais on pourrait avoir En fait, c'est ce principe-là. C'est-à-dire, c'est d'enfermer les testicules dans la chaleur du corps. Exactement. Pour que les spermatozoïdes ne se forment pas. Rappelez-nous en quoi ça consiste. L'effet de la température sur la spermatogenèse est connu depuis l'Antiquité. Il y a des présentations cliniques telles que les varices testiculaires qui effectivement sont associées à l'infertilité. Mais donc c'est une équipe française qui a mis ça au point. La réflexion était de se dire, tiens, si on faisait artificiellement une augmentation de chaleur au niveau des testicules, avec un slip, avec un anneau, qui permettait de remonter les testicules un petit peu plus haut au niveau des bourses, eh bien, on obtiendrait la même chose que, par exemple, dans des infertilités dues à une augmentation de la température, telles que les varicocèles, par exemple, et les varices. Et ça a été étudié et ça a montré une efficacité tout à fait redoutable. Et malheureusement, ces techniques-là n'ont pas encore été homologuées, n'ont pas encore été admises
par les grandes institutions internationales telles que l'OMS ou les autres sociétés de médecine. Et donc reste encore l'apanage, si vous voulez, de groupes d'hommes impliqués dans leur contraception, mais qui commencent maintenant... Qui ne sont plus uniquement poussés, vous me le disiez hors antenne, qui ne sont plus uniquement poussés par leurs femmes. Avant, l'homme venait vous trouver, les hommes venaient vous trouver un peu poussés par leurs femmes qui en avaient un petit peu marre de prendre la contraception en charge. Mais aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui philosophiquement, socialement, ont envie de faire quelque chose, qui s'engagent. Tout à fait, qui s'engagent, effectivement. Et donc avant, moi, je n'avais aucun homme qui venait me demander une contraception masculine. Et depuis, je dirais, 1 an ou 2, je vois effectivement des jeunes hommes, c'est les jeunes générations. Tranche d'âge 20-30 ans. 20-30 ans. On est d'accord qu'avant 20 ans, au début de la sexualité, le préservatif est encore de mise. Et puis, passé 30 ans, comme vous le disiez, on a des enfants et du coup, c'est plutôt la vasectomie alors. Voilà, c'est ça. Et donc, on est dans l'entre-deux, avant d'avoir des enfants. Et quand on est dans une relation relativement stable, eh bien, on peut envisager une contraception masculine. Tout à fait. Alors, vous avez pris quelque chose avec vous. Oui. On va un petit peu rigoler. Rigoler, non, c'est tout à fait sérieux, mais vous nous avez amené un anneau thermique. L'anneau thermique, oui. Ça pourrait être effrayant vu le nom et le terme, mais pas du tout. C'est très simple, en fait. Alors, je replante un peu. C'est Maxime Labritte. Un infirmier français qui a fabriqué son propre moyen de contraception basé sur la méthode thermique dont vous venez de parler. Ça s'appelle AndroSwitch, pour ceux qui voudraient aller voir sur Internet AndroSwitch, et c'est un anneau en silicone, en biosilicone. Alors le principe, il coûte pas cher en plus, je crois, 37 €, quelque chose. Oui, c'est ça, une quarantaine d'euros. Il y a 5 tailles, évidemment. 5 tailles. Il va falloir... Alors expliquez-nous ce qu'on fait avec cet anneau. Voilà, c'est tout simple. C'est simplement un anneau en silicone dans lequel l'homme va devoir passer non seulement la verge, mais également la bourse, sans les testicules. Donc il va devoir tirer un tout petit peu, lentement, ça ne fait pas mal du tout. Mais en faisant cela, les testicules vont être remontés à la base de la verge et donc augmenter de leur température de à peu près 1 à 2 degrés pendant une quinzaine d'heures par jour. Ce qui est suffisant, 1 ou 2 degrés, les spermatozoïdes ne sont pas produits. Tout à fait. D'accord. Mais ça, évidemment, ça n'a pas une efficacité immédiate. Il faut attendre que cette température fasse son effet. Il faut attendre un cycle de spermatogenèse qui dure à peu près 3 mois. 3 mois. Oui. En 3 mois, est-ce qu'on doit quand même un petit peu contrôler ça? Comment est-ce qu'on peut contrôler qu'aucun spermatozoïde n'est produit? Alors, donc, la contraception thermique fonctionne. Néanmoins, comme c'est une technique qui n'a pas encore été reconnue de manière internationale et par toutes les grandes sociétés de médecine, il faut être prudent. Et il y a des contre-indications. Tout le monde ne peut pas avoir accès à la contraception thermique, au même titre que toutes les femmes ne peuvent pas avoir accès à une pilule parce qu'il y a des contre-indications. Pour cela, ici aussi, il faut être prudent. Ça a été étudié sur 4 ans, mais il y a des conditions dans lesquelles il ne vaut mieux pas utiliser cela. Et surtout, ça a été étudié chez des hommes fertiles. Ça veut dire qu'ils ont déjà un spermogramme normal. Donc il faut d'abord tester avant de le mettre qu'il y ait un spermogramme, c'est-à-dire une analyse du sperme tout à fait normale. Parce que s'il est anormal, on ne sait pas ce que ça peut donner en termes de fertilité. Et il faut contrôler régulièrement, tous les 3 mois, pour voir l'efficacité contraceptive de l'anneau. 15 heures par jour, on peut l'enlever la nuit. Oui. Et quand on veut redevenir fertile, il suffit de l'enlever. Et le cycle de spermogenèse reprend ses droits et donc on est de nouveau... En déant 3 à 6 mois, un retour complet. Complètement réversible. Réversible. Contrairement à la vasectomie. Mais on va revenir à la vasectomie. Ce type, Laurent Steveling, ce type de contraception, est-ce qu'en planning familial vous les proposez? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les hommes y adhèrent? Est-ce que les filles aussi y adhèrent? Il y a quand même, vous pensez, un frein social assez important pour cette contraception masculine. Tout à fait. Je pense que c'est une belle idée, comme la contraception hormonale pour les hommes. Mais je pense qu'on aura beau inventer, proposer la contraception dite masculine la plus efficace, innovante, pratique possible. Si on ne travaille pas sur les rôles de genre, elles ne seront pas utilisées. Donc vraiment, le frein principal, vous l'avez dit, c'est les freins sociétaux, les freins culturels, et ce sont ces fameux rôles de genre, c'est-à-dire les rôles qui sont attribués aux femmes et aux hommes dans notre société et qui assignent encore actuellement solidement les femmes
à la contraception, à tout ce qui est sphère reproductive, et qui plombe en fait l'utilisation et le développement de la contraception masculine. Et donc, il faut vraiment proposer, détricoter, enfin déconstruire ces constructions sociales que sont ces rôles de genre. Il faut proposer d'autres modèles pour que les hommes se sentent soucieux et, de leur fertilité et se préoccupent de la contraception. Sinon, ça ne changera pas. Il y a deux soucis donc, dans la société, c'est les hommes et les femmes, hein, on ne va pas se le cacher. Les hommes, c'est une réappropriation de leur corps, il faut oser. Hein, docteur, je suppose que les hommes vous disent « Oh là là, mais j'ai peur de toucher à mes testicules, de les remonter, je vais avoir mal, qu'est-ce que ça fait ?» Puis c'est gênant, non, non, pas question, moi je ne veux pas de cela. Et puis les filles qui pourraient se dire « Non, non, mais moi je ne fais pas confiance dans la contraception masculine parce que je n'ai pas envie que mon conjoint oublie la pilule s'il la prend ou ne mette pas son anneau. » Enfin, il y a un tas de choses à déconstruire, comme vous le disiez. Vous avez participé, parce que vous le dites aussi, il faut en parler, à un colloque, on va peut-être voir quelques images à l'écran, un colloque en février, juste avant le confinement, qui s'appelait « Focus sur les couilles ». Et vous avez été étonnés, tous, docteur, vous y étiez aussi, d'avoir un public devant vous très étendu, très élargi de jeunes qui ont envie de savoir, en fait. Tout à fait, mais ce sont encore principalement les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qui s'occupent de cette thématique parce qu'on n'habitue pas, parce qu'on ne responsabilise pas les hommes et les garçons. Et donc on est vraiment dans l'éducation, dans la socialisation genrée qui sépare les tâches dans notre société. Pour faire un petit topo, on est vraiment dans une société où la division sexuelle du travail est encore très ancrée. Donc les rôles, les tâches sont séparées suivant le genre, elles sont hiérarchisées. Donc les tâches dites masculines sont plus valorisées que les tâches dites féminines. Et on en arrive à, en fait, séparer tellement de ces tâches que pour asseoir une identité sociale masculine, les hommes doivent vraiment se distancer un maximum des rôles, des tâches féminines. Donc il y a ça, il y a la socialisation genrée qui est très puissante, qui fait qu'on attribue des rôles, des compétences. Pourtant, on le voit sur les images, il y a des garçons quand même dans la salle de quelques-uns, bien sûr. On n'est pas leurs copines, vous pensez ? Là, c'était surtout des professionnels de la santé, de planning, etc. Qui sont en première ligne, qui eux pourront peut-être, en connaissance de cause... Et souvent, c'est vrai que ce sont des garçons, des hommes qui sont sensibilisés par leurs compagnes, par leurs sœurs, leurs amis. Donc ça, c'est très important. Mais pour l'instant, les modèles qu'on a, c'est pas le modèle masculin de la responsabilité contraceptive. Non plus. Non. Donc, au centre d'action laïque et puis dans les plannings familiaux, il y a ce qu'on appelle les VRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais force est de constater que les garçons ne sont pas du tout au courant, ni même les filles. Non, bien sûr. D'humanité, Voilà, et c'est vrai que les VRAS, les VRAS doivent être généralisés, ce qui n'est pas du tout le cas, doivent être homogénéisés et doivent être égalitaires et permettre de déconstruire ces modèles, ces constructions sociales. Et ça, c'est vraiment très important, effectivement. Un mot, docteur, sur ce qu'on connaît peut-être le plus, la vasectomie, qui fait peur aussi aux hommes. Bon, elle est non seulement, irréversible, mais... difficilement réversible. Difficilement réversible, on va dire. Mais alors, beaucoup disent aussi qu'il y a des conséquences néfastes, négatives, que l'érection n'est plus la même. Enfin, un tas de difficultés que les hommes pointent pour ne pas y passer. Est-ce que ça fait peur encore aujourd'hui, la vasectomie ? Je pense que en Belgique, en tout cas francophone, parce qu'on pourra en parler, parce qu'on a quelques chiffres aussi à ce sujet-là. Oui. Côté néerlandophone, c'est plus admis, en tout cas c'est plus pratiqué ? Oui. Donc les derniers chiffres que Laurence a eu la gentillesse de m'envoyer, donc à peu près 75% des vasectomies faites en Belgique ont lieu en Flandre. C'est l'INAMI qui donne ces chiffres. Et ça depuis des années. Donc cette différence entre les deux régions sont très importantes. On ne sait pas pourquoi. Et on n'a pas d'explication. Ça concerne combien d'hommes par an, la vasectomie ? Alors, dernièrement, ça représente près de 12 000 hommes en 2019. Et sur une dizaine d'années, on est passé de à peu près 6 000 vasectomies en 2007 à maintenant 12 000. Donc il y a une progression importante de la vasectomie, mais encore une fois, plus dans le nord du pays que dans le sud. On va
regardez une petite interview qu'on est allé réaliser auprès de Dimitri Merchi. Il a bien voulu, il a accepté de répondre à ces quelques questions. Il témoigne de la vasectomie. On se retrouve juste après. C'était après la naissance de notre deuxième enfant, avec ma compagne à l'époque. C'était parce que j'étais sûr, enfin nous étions sûrs de ne plus vouloir d'enfants. Et c'était une façon de prendre le relais de la contraception. À la base, c'est surtout dans l'autre sens que la question s'est posée. C'est comment faire pour définitivement être sûr que je n'aurai plus d'enfants. Parce que c'est ça la question à la base. Pour nous, à ce moment-là, avec ma compagne, après notre deuxième enfant, et puis pour moi aussi. Donc la stérilisation était la solution la plus évidente, était, je dirais même, la seule. C'était un choix très facile, d'autant que mon père et mon frère avaient fait ce choix-là avant moi, et que la question ne s'est pas vraiment posée de savoir s'il y avait un risque, s'il y avait des problèmes possibles, s'il y avait un danger, si ça faisait mal, si c'était compliqué. Je savais, parce que mon frère l'avait fait 2, 3, 4 ans avant, je ne sais plus très bien, que ça s'était fait très facilement. Et donc ça a encore renforcé ma détermination. Et comme par rapport à la stérilisation féminine, la vasectomie est nettement plus simple, moins invasive, sans effets secondaires, coûte beaucoup moins cher, se fait sous anesthésie locale, sauf de rares exceptions. C'était banco, pour moi c'était évident. Au niveau des douleurs post-opératoires, moi j'ai eu aucun effet secondaire, ni au niveau de douleurs éventuelles. J'ai pas repris le vélo dans les 2 jours qui ont suivi, c'est à peu près tout. Aucune baisse du désir sexuel, aucune influence sur la libido, sur l'érection, sur les sensations, ni même sur l'éjaculation, parce que, ça je l'ai appris après l'opération, les spermatozoïdes ne représentent que 5% d'un éjaculat, ce qui fait quand même assez peu. Donc, non, aucun effet secondaire. C'est un sujet tout à fait naturel, vu mon histoire familiale d'une part, mais aussi parce que je trouve que c'est un geste qui a du sens, au-delà du confort personnel, au-delà du fait de prendre le relais de la contraception. C'est un geste qui a du sens aussi par rapport à un choix peut-être plus philosophique, lié à la perpétuation de l'espèce, tout simplement, au fait de se dire que peut-être ça vaut la peine de se poser la question de savoir s'il faut absolument se multiplier sans limite. Je pense que non. Alors voilà, c'est un témoignage qui en dit long. Dimitri tord le cou aux croyances, les douleurs, libido, érection, éjaculation, c'est trop cher, non pas du tout. C'est formidable parce que c'est vraiment une voix qui importe beaucoup. Et puis alors il a ce mot, un geste qui a du sens. C'est terrible. On peut ne pas vouloir se reproduire éternellement. Et justement, Laurence, vous me disiez également qu'un homme, c'est fertile tout le temps et puis beaucoup plus longuement que la femme. Et donc c'est lui qui doit peut-être aussi un petit peu gérer sa fertilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est quelque chose qu'on oublie quand même très souvent, qu'un homme est fertile H24 et a une vie fertile beaucoup plus longue que celle des femmes. Et pourtant, actuellement, on fait comme si les hommes n'étaient pas forcément concernés par une relation sexuelle pénétrative non contraceptée. Et c'est un problème. Là, encore une fois, il faut éduquer, responsabiliser, sensibiliser les garçons et les hommes. Et ce qu'on entend aussi par rapport à ça, c'est que voilà, le stéréotype de l'homme irresponsable à qui on ne pourrait pas confier la contraception. Mais là aussi, c'est un rôle de genre, une construction sociale. C'est parfois profondément intégré, je veux bien. Fille, alors. Tout à fait. Mais cet homme irresponsable, ce n'est pas du tout une caractéristique biologique. On est de nouveau à l'éducation, à la sensibilisation. Les filles aussi doivent être sensibilisées, mais elles le sont depuis toujours. Elles doivent laisser l'homme aussi pouvoir décider d'eux. Oui, mais ça doit être un partage. Voilà, ça doit être un partage, une discussion de couple, une décision
décision de couple. Et c'est vrai qu'il y a des femmes actuellement qui sont réticentes à ce partage de la contraception. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la pilule, c'est vraiment une victoire fondamentale pour les femmes. C'est une liberté, une autonomie acquise. Et certaines sont frileuses parce qu'elles ont peur que ce partage de la contraception leur enlève une partie de la liberté. Et c'est vrai que nous sommes dans une société patriarcale, sexiste, avec des rapports sociaux en faveur des hommes. Et donc certains pourraient effectivement instrumentaliser cette contraception partagée pour imposer une grossesse, par exemple, contrôler la contraception de la partenaire et limiter le droit à disposer de son corps. Donc là, encore une fois, on est dans les rôles de genre qu'il faut vraiment déconstruire pour plus d'égalité. Ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes couples, c'est l'envie d'en parler, en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on disait, c'est une contraception mutualisée, c'est celle qui fait l'objet d'une discussion au sein du couple. Ça peut être le partage, par exemple, de financement de la pilule, en quelque sorte. Ou ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà un partage, parce que souvent, de nombreuses années, la femme est restée seule avec cette contraception qu'elle devait gérer elle-même, sans en parler à l'homme, parce que c'était pas son affaire. À la limite, il y avait un petit peu de rejet aussi, j'imagine. Mais peut-être, mais effectivement, il y a déjà des choses à faire actuellement pour les hommes, même s'il n'y a pas un panel large de contraception, mais participer à la décision, se renseigner sur l'offre, aller à la pharmacie, partager équitablement les frais, repenser l'obligation de la pénétration dans un rapport sexuel, c'est très intéressant. Ils peuvent aussi descendre dans la rue, manifester comme l'ont fait les femmes il y a 50 ans. Il y a des choses à faire actuellement pour les hommes et c'est tout à fait possible. C'est au sein du couple qu'on en parle, docteur Murillo, mais il faudrait peut-être en parler ailleurs. Or, vous disiez, il n'y a peu de lieux, en fait. Comment aborder cette question-là, si ce n'est que vos patients viennent vous trouver avec quelques questions, mais vous aimeriez ouvrir le débat à d'autres lieux? Moi, je pense, oui. C'est un frein au développement de la conscience de la fertilité masculine et donc aussi un frein à cette déconstruction dont on vient de parler. Et le constat est qu'il n'existe, à l'instar des plannings familiaux pour les femmes, dans lesquels on peut prendre en charge la contraception, les IVG si elles sont nécessaires, les problèmes sexuels, eh bien, il n'existe aucune structure du même titre pour les hommes. Mais et donc, les hommes peuvent quand même se rendre dans les plannings familiaux. Bien sûr, bien entendu. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de lieu masculin où les hommes pourraient se rencontrer en parler. Voilà, exactement. Donc, au même titre que les femmes, eh bien, nous avons nos spécificités. Et oui, on fait comme si l'homme n'avait pas de problème sexuel, n'avait pas de problème de contraception et que ce n'était pas son affaire et que tout cela est un grand frein au développement des différentes techniques de contraception et à sa généralisation et peut-être aussi à une manière de promouvoir justement l'égalité dans la contraception du couple. S'ils n'en parlent pas à leur compagne et s'ils n'en parlent pas à leur copain, ou si un copain ne dit pas « tiens, j'ai essayé telle et telle chose, tu devrais », ils n'ont aucun accès à cette information, en fait. Exactement, et ça va même plus loin, puisque dans nos universités, ces techniques-là ne sont absolument pas... Alors, j'allais vous demander, la formation des médecins, où est-ce qu'elle en est pour la contraception? Elle est, comme je vous l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on nous apprend la méthode du retrait, ça fait des millénaires. Aujourd'hui, seulement ça. Mais oui, avec, elle n'est pas vraiment très efficace. Et puis, il y a le préservatif, et puis la vasectomie, mais ça reste là. Or, il y a des techniques alternatives, mais comme elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas enseignées. Pourtant, elles ont le mérite d'exister, elles ont été étudiées, il y a une littérature dessus, et ça fonctionne. Donc, et on peut simplement constater le manque de contraception masculine. Vous êtes andrologue, vous me disiez même que l'andrologie n'est pas enseignée en Belgique. Vous avez dû aller faire vos études en France. Comment ça se fait? Oui, donc la formation spécifique d'andrologie n'est pas reconnue, n'est pas une spécialité reconnue en Belgique, mais elle l'est en France. Et en France, il y a effectivement donc l'aspect de la contraception masculine qui est prise en charge,
et de tous les problèmes, si vous voulez, de la santé reproductive et sexuelle masculine, effectivement. Et pourtant, la santé, la contraception partagée, c'est vraiment un problème de santé publique. Ça ne concerne pas que les femmes. On peut citer les avantages de cette contraception partagée, qu'elle soit en alternance ou en remplacement de la contraception dite féminine. Ça pourrait diminuer les effets secondaires qui sont souvent très nombreux, parfois invivables pour les femmes. Il y a aussi les grossesses non désirées, les avortements dont on pourrait réduire le nombre puisqu'il y a encore des échecs contraceptifs qui ne sont pas rares. Et enfin, les hommes pourraient contrôler efficacement leur fertilité et choisir concrètement, avec plus d'outils en tout cas, s'ils veulent devenir pères ou pas. Oui. Et ce ne sont pas des avantages négligeables, ces 3 avantages-là. On disait depuis le début, c'est une affaire de femme parce qu'évidemment, in fine, c'est toujours la femme qui est enceinte, voilà. évidemment. Bien sûr. Mais docteur, je voulais aussi juste, parce que peut-être que nos téléspectateurs ne savent pas, l'andrologie, au fait, c'est quoi? Juste une petite définition. L'andrologie, c'est tout ce qui a rapport à la santé sexuelle et reproductive de l'homme. Dans sa contraception, dans ses problèmes sexuels, dans ses problèmes urologiques, mais aussi dans sa fertilité. Et donc, il y a des hommes qui sont infertiles. Et donc, ça, c'est le versant, en fin de compte, masculin de l'infertilité qui est pris en charge également de l'andrologie. Donc, c'est la santé globale de l'homme également dans sa santé reproductive et sexuelle. Est-ce qu'il y a beaucoup d'andrologues en Belgique pour les hommes? Non, je crois qu'il y en a 5. Voilà, donc j'imagine que vos consultations sont fort demandées. D'ailleurs, vous avez accepté de libérer quelques heures pour nous aujourd'hui et ce n'était pas évident. Donc on peut aller trouver son andrologue ou un andrologue, mais aussi un urologue, les hommes. Les urologues, oui, effectivement, ont la tradition de prendre en charge les pathologies masculines. Mais donc, leur spécialité est beaucoup plus large et donc, eux, ils s'occupent aussi des reins, ils s'occupent des cancers, la prostate, etc. Et donc, la santé sexuelle et reproductive, c'est quelque chose qui c'est un petit peu à côté. Et donc, leur implication là-dedans, et malheureusement, on pourrait la souhaiter un petit peu plus importante. Mais encore une fois, il faut développer ça. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant. On essaye de sensibiliser tant dans nos universités que de nos collègues urologues, à cet aspect-là des choses. On n'a plus qu'une petite minute à consacrer à cela, mais en un mot, pourquoi est-ce que les recherches sont si lentes? Pourquoi est-ce que les recherches sont si rares? Pourquoi est-ce que les firmes pharmaceutiques ou les universités ne sont pas intéressées par cette question-là, l'un et l'autre? Voilà, pour moi, c'est de nouveau lié au rôle de genre. Ça n'intéresse pas les industries parce que ça n'intéresse pas les hommes. Parce que, donc ça ne rapportera pas de l'argent. Voilà, et on est toujours là-dedans. Il faut sensibiliser, éduquer les hommes pour que les sociétés pharmaceutiques trouvent un intérêt, mais aussi prescrire une pilule qu'on va utiliser tous les jours, c'est aussi plus rentable qu'une vasectomie. Il y a des enjeux financiers qui sont très importants, évidemment. Docteur. Oui. C'est le même constat et il y a aussi, comme on le dit, des biais de genre même dans la recherche pour les contraceptions masculines. Donc on a bien mis en évidence qu'à effet secondaire identique dans le contraceptif féminin et masculin, on arrête l'étude chez les hommes parce qu'on a trop peur. Ah oui, mais pour les femmes, on peut. Mais voilà, pour les femmes, c'est les mêmes craintes, mais c'est pas trop grave. Bon, merci. J'espère que ce genre de débat va se répercuter, qu'on pourra créer une zone de parole, de discussion, en tout cas autour de ça. Vous venez nous revoir l'année prochaine pour faire un autre état des lieux, si vous le voulez. Pour ceux qui voudraient aller s'acheter ce petit anneau pour Noël, tiens, les filles, les garçons, offrez-vous ça sous le sapin, pourquoi pas. Androswitch, c'est le nom de cet anneau et vous pouvez aller voir sur internet www.thoreme.com, thoreme.com. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat. Et pas forcément sur les couilles cette fois, promis. À très bientôt.